La perfection des lignes, l'harmonie des couleurs, la noblesse des matières. C'est là que j'ai appris à voir. Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde. C'est une femme d'affaires et économiste française qui est née le 21 octobre 1922 dans le 7e arrondissement de Paris, sous le nom complet de Liliane Henriette Charlotte Betsy Schueller. Elle est la fille unique d'Eugène Schueller, fondateur du groupe L'Oréal connu à l'époque sous le nom de Société française de teintures inoffensives pour cheveux, et de Louise-Madeleine Berthe Schueller, décédée d'un abcès au foie alors que Liliane n'est âgée que de 5 ans. Élevée dans la rigueur chez les Dominicaines, Liliane commence très jeune, 14 ans, à côtoyer l'univers du travail, en exerçant comme stagiaire dans l'entreprise de son père. Et de fil à aiguille, elle gravit les échelons. Le 8 juin 1950, Liliane Henriette se marie avec l'ancien ministre français des Affaires étrangères M. André Bettencourt à Vallauris, et devient de ce fait Madame Bettencourt. De cette union naîtra en 1953 une fille unique au nom de Françoise Bettencourt, actuelle héritière du groupe L'Oréal. En 1957, Liliane Bettencourt perd son père et devient aussitôt l'héritière du groupe L'Oréal, tout en refusant de prendre la direction de cette entreprise qui sera finalement confiée à son époux André Bettencourt. Mais elle restera une associée de poigne. Elle a 2 petits-fils Jean-Victor Meyers et Nicolas Meyers issus du mariage de sa fille avec Jean-Pierre Meyers, vice-président du conseil d'administration du groupe L'Oréal et directeur général de Climénée, l'entreprise qui gère la fortune de Dama Bettencourt. En 2007, son époux décède, et 10 ans plus tard, plus précisément le 21 septembre 2017, elle-même décède dans son domicile de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 94 ans, juste un mois avant son 95e anniversaire. En septembre 2017, le magazine Forbes classe Liliane Bettencourt comme la femme la plus riche du monde avec une fortune estimée à 40 milliards de dollars. Vous vous demandez certainement comment a-t-elle procédé pour amasser une telle fortune et atteindre la position de la femme la plus riche du monde ? La fortune de Madame Bettencourt. Comme nous l'avons souligné plus haut, Liliane Bettencourt avait hérité de l'entreprise de son père Eugène Schueller juste après le décès de ce dernier en 1957. Au départ, l'entreprise s'appelait « Société française de teintures inoffensives pour cheveux ». Par la suite, elle passera d'abord sous l'appellation de L'Oréal, puis finalement en 1939, sous celle de L'Oréal. D'après le constat fait, Liliane n'était pas une agrégée en mathématiques, ni en économie, ni en finance, ni même en entrepreneuriat, domaine dans lequel elle a excellé et qui a fait d'elle la femme la plus fortunée de l'Europe et du monde depuis 2013 jusqu'à son décès en 2017, date à laquelle sa fille Françoise Bettencourt hérite de ce titre jusqu'à ce jour. Liliane Bettencourt est directement devenue la première actionnaire du groupe L'Oréal. Mais, ne voulant pas prendre la présidence, elle la confie à son mari, André. Cependant, maîtrisant mieux la structure et le fonctionnement de cet empire que quiconque, elle va continuer à agir dans l'ombre pour l'émergence de son héritage familial. Les bonnes relations qu'elle entretient avec certaines personnalités politiques lui permettent de prendre de bonnes décisions et de bonnes initiatives vis-à-vis de l'empire dont elle jouit du statut d'usufruitière. Dévorée par l'ambition de hisser son entreprise au rang de premier mondial dans le domaine des cosmétiques, l'héritière de L'Oréal comme l'appellent les médias se lance à la conquête des entreprises spécialisées dans ce domaine. Rappelons que, la fin du 19e siècle et le 20e siècle sont des siècles pendant lesquels l'on découvre le pouvoir de la beauté. On veut donc mettre les questions relatives aux soins de l'apparence physique au centre des préoccupations. Les cosmétiques apparaissent ainsi comme l'une des réponses majeures à ces préoccupations. Et cette situation devient comme une opportunité en or pour les investisseurs de ce domaine, car c'est tout le monde qui veut soigner son apparence. Ce qui pousse plusieurs personnes à acheter de plus en plus de produits cosmétiques, générant ainsi de gros bénéfices aux entrepreneurs de ce domaine. Ainsi, chacun parmi tous ceux qui exercent dans le domaine veut se démarquer en devenant leader et en enregistrant le plus grand profit. C'est ainsi que Dame Bettencourt, agissant dans l'ombre, a commencé ses acquisitions pour agrandir le groupe L'Oréal. Le 8 octobre 1963, Liliane soutient l'entrée en bourse de sa société. Cette première entrée en bourse est cotée à 830 francs français.
Et le 31 décembre de la même année, l'action atteint 1160 francs français. Ainsi commence le succès de Madame Bettencourt. Après cette entrée en bourse, Liliane va faire deux importantes acquisitions à savoir. La société Lancôme, une société de fabrication de parfums, soins et maquillage en 1964. Le groupe Garnier, spécialisé dans la fabrication des produits capillaires en 1965. Cependant, les montants d'achat de ces derniers ne sont pas révélés. Madame Bettencourt ne s'arrête pas là. Elle poursuit sa chasse aux entreprises tel un véritable prédateur. C'est dans cette lancée qu'elle conseille à son mari de racheter. Je mets en 1973, une société fondée en 1923 et spécialisée dans la fabrication des fonds de teint dont le plus célèbre est le fond de teint Pancac. Maybelline en 1976, à un montant de 660 millions de dollars soit 3,3 millions de francs français. Elle est fondée en 1915 à New York aux États-Unis par Tom Lil Williams pour la fabrication des mascaras. Le groupe fusionne les deux marques en 2000 pour obtenir une seule appelée Je mets Maybelline, et les produits issus de cette marque porteront désormais le même nom. En 1974, conseillée par Georges Pompidou, elle amène son mari à introduire Nestlé au capital de L'Oréal. Nestlé est une multinationale suisse fondée en 1873 par Henri Nestlé. Elle est l'un des plus importants acteurs de l'industrie agroalimentaire de la planète. Le groupe L'Oréal ne s'arrête pas là en ce qui concerne les acquisitions. Il va racheter une multitude de sociétés qui le regroupent en 4 catégories de produits à savoir. Produits professionnels. Cette division propose des marques au service des professionnels de la coiffure tels que Alexandre de Paris, dont le rôle est de diffuser, vulgariser, faire la promotion ou la publicité des produits. Baxter of California, fondée en 1965 par Baxter Finlay, et acquise par L'Oréal en 2013. Carita, fondée en 1946 et acquise en 2014. Cheryl S. Cosmeceutical, fondée en 1986 par Oscar et Cheryl Pereira, et acquise en 2013 etc. Produits grand public. Cette division qui regroupe les marques les plus connues du groupe est celle des produits de haute technicité. Carol S. Docter, marque américaine créée par Lisa Price en 1993 et acquise en 2014. Dark & Lovely. Essie, fondée en 1981 et acquise en 2010. L'Oréal Luxe. C'est une division regroupe les marques les plus prestigieuses du groupe et qui propose des parfums, soins et articles de maquillage en distribution sélective. Atelier Cologne, marque de parfumerie fondée en 2009 par Sylvie Ganté et Christophe Servazel, et acquise en 2016. Biotherme, fondée en 1950 et acquise en 1970. Beauté dermatologique. Cette division, regroupant des marques de soins dermocosmétiques sur conseil et prescription, propose des produits de haute technicité. Akenefree, Ambi et CeraVe, marques américaines de soins pour la peau créées en 2005 et acquises en 2017 auprès du groupe pharmaceutique canadien Valeo. La Roche-Posay, fondée par le professeur René Leveillé en 1975 et acquise en 1989. Elle inclut notamment les activités PHA et biomédiques. La liste des sociétés acquises par Madame Bettencourt est si longue que nous ne saurons toutes les énumérer ici. Cependant, il est important de savoir qu'en dehors des acquisitions, la compagnie L'Oréal crée aussi des sociétés dans le but de diversifier son activité. C'est le cas de Kerastase, Ambre Solaire, Keraskin Aesthetics, L'Oréal Professionnel, etc. Ce sont donc toutes ces acquisitions et créations au sein du groupe L'Oréal qui ont progressivement fait grandir la fortune de Dame Bettencourt, grâce aux bénéfices produits par chacune d'elles. Sa position d'actionnaire majoritaire dans ce groupe lui confère également un avantage important pour les dividendes dont elle bénéficie. Ce qui lui permet de faire plus de bénéfices que tous les autres actionnaires. Les biens immobiliers de Madame Bettencourt. D'après le quotidien BFM Immobilier, tous les biens immobiliers de Liliane Bettencourt ne sont pas connus. Néanmoins, Le Monde a dressé la liste de certains d'entre eux. Le quotidien évoque ainsi un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine estimé à 30 millions d'euros, une villa au Cap Formentor à Majorque, et 2 maisons, la première en Grande-Bretagne, la seconde dans la vallée de Seine, à Saint-Maurice-d'Étang. Elle détiendrait également une île aux Seychelles, dont l'acquisition aurait pu échapper au fisc. La femme la plus riche du monde a été mêlée à plusieurs affaires judiciaires. Tout commence vers la fin de l'année 2007. À cette époque, la fille de Liliane Bettencourt, Françoise Bettencourt-Meyers, est en conflit avec sa mère, car elle trouve que cette dernière dilapide l'héritage familial en faisant des dons hors pair à son ami François-Marie Bagné, un photographe excentrique, avec qui l'amitié commençait en 1987, à l'occasion d'un shooting photo pour une revue.
Le montant des « cadeaux » offerts à Monsieur Irbanier côtoyait le milliard. Après le constat fait par Françoise Bettencourt, elle décide de déposer une plainte à l'encontre de Monsieur Bagné pour abus de faiblesse. Entre-temps, Pascal Bonnefoy, le majordome de Madame Bettencourt, lassé de voir sa patronne se faire abuser par des gens sans scrupules, décide de poser un magnétophone dans son bureau pour enregistrer ses conversations avec ses invités à son insu. Le but du majordome était d'avoir des éléments pour pouvoir se défendre en cas d'une éventuelle décision de le renvoyer, car, cette année-là, tous les domestiques qui avaient tenté de dénoncer l'emprise de Monsieur Bagné à l'endroit de Madame Bettencourt avaient été licenciés. Pascal Bonnefoy a ainsi transmis les enregistrements à Françoise Bettencourt qui les a à son tour transmis à la police. Lors de l'examen de ces enregistrements, il a même été découvert que la vieille dame aurait été jusqu'à déclarer François-Marie Bagné comme son légataire universel dans un testament secret. Et si le scandale n'avait pas éclaté, et sans l'intervention de la justice, François-Marie Bagné n'aurait eu qu'à attendre la date fatidique, le décès de la vieille dame, pour se proclamer l'héritier de la femme la plus riche du monde. Son patrimoine aurait alors largement dépassé le milliard d'euros évoqué par la police au début de l'affaire, et le testament secret aurait fait de lui un personnage clé pour l'avenir du groupe L'Oréal. Les enregistrements révèlent également que François-Marie Bagné est loin d'être le seul à profiter des largesses de la vieille dame. L'affaire de famille se transforme dès lors en un scandale politico-financier qui implique de nombreuses personnes, parmi lesquelles Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt, ainsi qu'Éric Woerth, ministre du Budget et trésorier de l'EMP, Union pour un mouvement populaire. Le nom de Nicolas Sarkozy apparaît aussi comme l'une des personnes ayant profité de la vieille dame, car il est accusé de lui avoir demandé de l'argent pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Dans ses enregistrements datant de septembre et octobre 2009, Éric Woerth aurait joué un rôle de facilitateur d'affaires de Liliane, notamment pour la facilitation des évasions fiscales, et sa femme Florence Woerth avait été embauchée par Liliane Bettencourt à Climénée, société qui gère la fortune de cette dernière. Il aurait remis en contrepartie une légion d'honneur à Monsieur Patrice Demestre, homme de main de Liliane. Comme tous les ministres, je remets des décorations. C'est pour ces raisons que j'ai remis la Légion d'honneur à Monsieur Demestre et que je l'ai remis à d'autres personnalités comme vous tous l'avez fait. C'est donc elle, Florence Woerth, qui aurait signé des chèques à Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à Nicolas Sarkozy et à Éric Woerth. Dans ces mêmes enregistrements, on entend Patrice Demestre évoquer l'existence de comptes secrets en Suisse, ainsi que la possibilité de déplacer 12 millions d'euros à Singapour si le fisc français se manifeste. Il prévient également Madame Bettencourt de ses manœuvres pour sortir 65 millions d'euros d'un compte suisse non déclaré. Un autre enregistrement révèle que Liliane Bettencourt est propriétaire d'une île aux Seychelles, l'île d'Aro, par le biais d'un montage financier. Le 10 juillet 2010, à la suite de toutes ces révélations, une série d'enquêtes est ouverte. Une pour violation de la vie privée, car Madame Bettencourt n'avait pas apprécié d'avoir été enregistrée à son insu. À la fin, peiné et vexé. Une pour financement politique illicite. Une autre pour blanchiment de fraude fiscale. Quelques jours après, une quatrième enquête est ouverte suite à une plainte déposée par Éric Woerth contre la comptable de Madame Bettencourt, Claire Thibault, pour dénonciation calomnieuse. Un procès est ouvert le 16 juillet 2010, et à l'issue de ce procès, François-Marie Bagné, Patrice Demestre, l'avocat fiscaliste de Madame Bettencourt, ainsi que le gérant de son île située aux Seychelles sont placés en garde à vue pour fraude fiscale. Le parquet de Nanterre décide de poursuivre son enquête préliminaire afin de faire la lumière sur le contenu de ces enregistrements. Le parquet développera sa position, les parties mises en examen, les parties civiles développeront leur position par l'intermédiaire de leur avocat et le débat sera public. Et là, je vous invite évidemment à être présent dans la salle d'audience parce que ça, vous aurez des éléments qu'aujourd'hui je ne peux pas révéler. C'est à l'occasion de cette enquête que Claire Thibault, ancienne comptable de Liliane Bettencourt, affirme qu'elle aurait remis 150 000 € en liquide à Éric Woerth pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Le président Sarkozy a, en cours d'enquête, reçu à l'Élysée à 2 reprises Liliane Bettencourt, c'est-à-dire qu'il s'est impliqué dans un litige qui à l'époque était strictement privé. Et Madame Bettencourt, on le sait également, était venue le voir pour lui demander d'arrêter cette affaire. Comme par hasard, à partir de ce moment-là, le procureur Courroy a décidé que cette affaire devait être classée. Mediapart également révèle que, selon l'ancien chauffeur de Liliane Bettencourt, Nicolas Sarkozy aurait demandé de l'argent aux Bettencourt afin de financer sa campagne présidentielle en 2007.
Claire Thibault accuse également François-Marie Bagné et Patrice Demestre d'avoir profité de la fragilité de la milliardaire pour lui soutirer de l'argent. Elle a notamment affirmé avoir remis à Patrice Demestre 50 000 €, somme qui aurait été destinée à Éric Woerth, à l'époque chargé de la trésorerie de campagne de Nicolas Sarkozy. Elle avait également fait état de l'emprise de François-Marie Bagné sur sa patronne. À l'issue des différents procès qui ont suivi 6 longues années de procédure, Éric Woerth est mis en examen pour trafic d'influence en février 2012, suivi de Patrice Demestre, qui est écroué pour abus de faiblesse et abus de biens sociaux. Nicolas Sarkozy est d'abord placé sous le statut de témoin assisté en 2012, puis est mis en examen pour abus de faiblesse en 2013. En France, Nicolas Sarkozy mis en examen ce jeudi pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Sur ces images, l'ex-président français quitte le palais de justice de Bordeaux après avoir été confronté pendant plusieurs heures au moins à 4 membres du personnel de la milliardaire. Quelques mois plus tard, soit le 7 octobre 2013, il bénéficie finalement d'une décision de non-lieu prononcée par le tribunal correctionnel. Éric Woerth, quant à lui, est mis en examen pour trafic d'influence passif et pour recel de financement illicite de partis politiques. Par la voix de son avocat, Éric Woerth nie toutes les accusations portées contre lui. En ce qui concerne le financement politique, il a, avec une vigueur et une énergie particulière, nié avoir reçu un quelconque financement politique qui eût été non conforme à la loi. Ce dernier est finalement relaxé en mai 2015. François-Marie Bagné est condamné pour abus de faiblesse à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 350 000 € d'amende, ainsi qu'au paiement de 158 millions € de dommages et intérêts à Liliane Bettencourt. Son compagnon est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Patrice Demestre est condamné pour abus de faiblesse et blanchiment de fraude fiscale à 30 mois de prison dont 1 an avec sursis, et à 250 000 € d'amende. Il doit également payer 12 millions € de dommages et intérêts à Liliane Bettencourt. Il renonce à faire appel de la décision et s'arrange avec la famille Bettencourt concernant le paiement des dommages et intérêts. Liliane Bettencourt était également connue pour être une philanthrope discrète. Madame Bettencourt était une dame ayant le cœur sous la main, expression généralement employée pour qualifier une personne charitable, qui n'arrive pas à rester indifférente à la souffrance des autres. Elle participait énormément aux actions sociales en France à travers une fondation, Fondation Bettencourt-Schueller, mise sur pied avec son mari en 1987 pour apporter son soutien aux ONG et particuliers focalisés sur la recherche scientifique notamment en ce qui se concerne des maladies telles que le sida, le cancer, la surdité ou autres handicaps, etc. C'est une fondation qui s'applique à incarner la volonté d'une famille, animée par l'esprit d'entreprendre et la conscience de son rôle social, de révéler les talents et de les aider à aller plus loin. Elle consacre son temps et son énergie à accompagner et soutenir des personnes qui exercent dans le domaine de la science de la vie, des arts et de la solidarité, car ces domaines contribuent concrètement au bien commun. Pour accomplir ces missions, elle décerne des prix et soutient des projets par des dons et un accompagnement très personnalisé. Depuis sa création, elle a soutenu en moyenne 518 lauréats et 1600 projets portés par diverses équipes, associations, établissements, organisations. En 2008, elle a octroyé une somme de 552 millions € à la Fondation pour la réalisation des missions qu'elle s'est données. L'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, ainsi que l'Institut Pasteur de France lui doivent beaucoup, car elle a financé à travers sa fondation plusieurs projets de recherche des étudiants de ces instituts. Les bourses Bettencourt de jeunes chercheurs scientifiques se comptent maintenant par centaines, et il existe, grâce à la Fondation, une chaire d'innovation technologique au Collège de France. La Fondation Bettencourt-Schueller disposerait d'une capacité financière qui avoisine 800 millions €, ce qui en fait de loin le fonds familial le plus important du pays, que l'héritière de L'Oréal a réparti en 3/4 pour la culture, la recherche scientifique et le soutien social. C'est-à-dire que, les 800 millions €, Madame Bettencourt les a repartis en 3 parts, dont une part pour la culture, une part pour la recherche scientifique et la dernière part consacrée aux œuvres sociales. Entre 2017 et 2018, la dotation de la Fondation a activement contribué à la construction du village d'enfants SOS de Beauvais, Mata. Les 8 maisons familiales qui sont construites au sein de ce village accueilleront 36 enfants séparés de leurs parents. L'une de ces maisons a été octroyée à une famille de 5 enfants pour leur permettre de créer un foyer chaleureux et confortable. Ils pourront s'y reconstruire et partager entre frères et sœurs tous les instants de bonheur qui font une vraie vie d'enfant.
Liliane Bettencourt atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant l'affaire Bettencourt, la juge des tutelles de Courbevoie-Hauts-de-Seine Madame Casdano devait rendre sa décision concernant une éventuelle mise sous protection judiciaire de Liliane Bettencourt. Pour cela, elle a demandé le rapport d'une expertise médicale. Les conclusions de cette expertise, dont le monde a pu prendre connaissance, sont sans ambiguïté. Le rapport évoque l'entretien réalisé par le neurologue Bruno Donizo, qui a jugé Liliane Bettencourt incapable de répondre aux différentes questions des tests, et celui de Jean-François Dartigues, psychologue, qui note que la milliardaire souffre d'une anosognosie, absence de prise de conscience. Les experts révèlent surtout qu'ils ont découvert, après avoir entendu Christophe de Jaguer, médecin traitant de Madame Bettencourt, que cette dernière souffre d'une démence mixte. Le rapport conclut que Madame Bettencourt, atteinte de troubles cognitifs évidents avec désorientation temporelle, troubles mnésiques, troubles de raisonnement et éléments aphasiques, présente un tableau clinique de démence à un stade modérément sévère. Ils estiment que Madame Bettencourt présente une maladie d'Alzheimer à un stade modérément sévère avec une possible participation vasculaire, et qu'elle est la proie d'un processus dégénératif cérébral lent et progressif. C'est ce qui justifie donc certains actes que Madame Bettencourt posait notamment vis-à-vis de Monsieur Barnier à qui elle a carrément donné le statut de légataire universel dans un testament secret comme nous l'avons dit plus haut, et dont elle ne s'en souvenait même plus. Voici une conversation entre son notaire et elle, extrait des enregistrements de son majordome qui illustre l'un de ces moments d'amnésie concernant cette affaire de légataire universel. Madame Bettencourt. Vous avez le testament, demande-t-elle. Le notaire. Oui. Je ne l'ai pas là, mais je... Madame Bettencourt. J'avais laissé à François-Marie combien? Quelle proportion? Le notaire. Légataire universel. Madame Bettencourt. C'est-à-dire, le notaire. Tout? Madame Bettencourt. Ah, non. Le notaire. Et si? C'est vous qui me l'avez dit. Madame Bettencourt. Vous croyez qu'on le lui reproche souvent? Le notaire. Personne ne le sait. C'est secret, pour le moment. Complètement secret. Mais le jour où... C'est un extrait d'une conversation que Madame Bettencourt avait eue avec son notaire au sujet d'avoir fait de Monsieur Barnier son seul héritier en le désignant légataire universel dans un testament secret. Certaines sources proches de la vieille dame révèlent que ces moments d'absence étaient devenus nombreux, il lui arrivait de ne plus reconnaître ses proches, de ne plus savoir où elle se trouve. Elle ne s'était jamais remise d'une mauvaise chute qu'elle avait faite à la fin de l'été 2006 dans sa propriété des Baléares, qui a entraîné son hospitalisation en urgence. C'est la date qu'ont retenu les experts pour situer le début de son état de particulière vulnérabilité. Aussi, la mort de son mari, à l'automne 2007, lui a causé un choc supplémentaire. Commencée en tant que stagiaire dans l'entreprise familiale en 1936, à l'âge de 14 ans, Liliane Schueller deviendra l'héritière du groupe L'Oréal. Son ingéniosité entrepreneuriale, dirait-on innée, lui a permis de hisser au sommet du monde l'entreprise héritée de son père. Dame au grand cœur, elle était engagée dans la réalisation des actions sociales, et la fondation Bettencourt-Schueller en est une illustration parfaite, car à travers cette fondation, elle a posé beaucoup d'actes caritatifs notamment pour le recasement des enfants sans abri pour qui la fondation a fait construire un village de 8 maisons familiales en guise de logement. Cette fondation a également été d'un soutien financier remarquable des instituts et laboratoires de recherche médicale tels que l'Institut Pasteur de Paris pour ne citer que celui-là. En tant qu'être humain, elle a connu des difficultés notamment au plan juridique et sanitaire. Elle mourra en septembre 2017 à l'âge de 94 ans, détentrice d'une incroyable fortune qui lui a permis d'être classée au rang de la femme la plus riche du monde. Jusqu'à ce jour, 6 années après sa disparition, sa famille est encore détentrice de ce titre. Pour combien de temps, seul l'avenir nous le dira. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. À très bientôt sur AZ Media, l'information au cœur de l'action.